Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler carte mère, sujet au final quand même relativement complexe pour s'y retrouver quand on observe ça, je dirais un petit peu de loin. Du coup, on va aller voir les points les plus importants à vérifier au moment de faire son choix, les différences entre les gammes, les chipsets, ce que ça apporte ou pas. Allons-y, c'est parti. Et la vidéo toujours est en partenariat commercial avec MSI, ce qui veut dire qu'on utilisera leur gamme de produits et exemples de référence avec leurs produits bien évidemment, mais je dirais peu importe la marque de carte mère qui vous intéresse au final, tout ce qui concerne les chipsets et les points importants à surveiller sont les mêmes chez tous les fabricants de cartes mères. Le but ici, je dirais, c'est de vous aider à identifier vos besoins pour faire le choix le plus cohérent selon votre budget. Donc déjà, la base de la base, la carte mère, c'est quoi? Eh bien, si on fait l'analogie avec le corps humain, la carte mère, c'est un petit peu comme la colonne vertébrale de votre PC. C'est sur ce composant que viennent se greffer physiquement tous les autres. C'est là où on va connecter le processeur, la RAM, la carte graphique, le stockage, l'alimentation, port USB et compagnie. Et c'est par elle que transitent toutes les communications entre les différentes pièces. Et que vous soyez sur une plateforme AMD ou Intel, pour piloter tous ces composants, sur la carte mère, on retrouve le chipset. Chipset qui est une puce qui va travailler, je dirais, de concert avec le processeur pour qu'il n'ait pas à gérer ce travail de communication entre les composants lui-même, puisqu'il est déjà bien assez occupé à faire ses propres calculs de son côté. Ce qui nous amène déjà, je dirais, sur un des points les plus importants au moment de faire son choix de carte mère, outre la plateforme, puisqu'avant d'acheter une carte mère, il faut déjà décider si vous allez acheter un processeur de chez AMD ou de chez Intel. Et pour vous aider là-dessus, il y a bien évidemment mes différents comparatifs de processeurs sur la chaîne que vous pouvez retrouver assez facilement. Mais une fois le processeur et la plateforme choisie, vient le choix de la carte mère et donc du chipset qui va l'équiper. Chez AMD ou Intel, on retrouve différentes gammes de chipsets plus ou moins complets et aussi coûteux, puisque le chipset va piloter plusieurs choses sur les plateformes récentes. Et logiquement, les chipsets les plus coûteux vont généralement finir sur les cartes mères les plus coûteuses. Même s'il y a aussi, je dirais, plusieurs gammes de cartes mères par chipset, puisque rien n'est jamais simple malgré tout. Et déjà, point hyper important à assimiler, le choix du chipset n'impacte pas, en théorie, les performances maximales de votre processeur. Tant que la carte mère est suffisamment solide au niveau de son alimentation électrique et tâches d'allumer tout ça, un Ryzen 9 ou un Ultra 9 délivrera la même puissance de calcul sur un chipset entrée de gamme que sur un chipset haut de gamme. Mais du coup, s'il n'y a pas vraiment d'impact sur les performances, pourquoi on irait acheter une carte mère plutôt qu'une autre? Alors, le choix de la carte mère va principalement impacter trois grandes catégories. Déjà, la connectique, c'est le plus gros morceau. On parle, je dirais, du nombre et de la vitesse des ports pour les composants, donc les lignes PCI Express pour la carte graphique, les ports M2 pour les SSD, les ports USB ou SATA, la présence et version du Wi-Fi, la vitesse du port Ethernet, ce genre de choses. On retrouve ensuite l'évolutivité et la capacité d'overclocking, donc des choses comme le nombre de barrettes de RAM, ayant partie leur performance maximale, les capacités d'overclock pour le processeur ou la RAM, et la qualité ou quantité de courant que le processeur peut aller demander à l'alimentation, suivant la robustesse de l'étage d'alimentation sur la carte mère. Et en dernier, on retrouve le format et l'esthétisme de la carte, puisqu'il y a des standards de cartes plus ou moins grandes, et maintenant aussi les connectiques à l'avant ou à l'arrière de la carte, selon le boîtier que vous allez choisir, et aussi évidemment le look de la carte elle-même. Donc ouais, déjà rien qu'en détaillant ces éléments-là, ça fait quand même un paquet de paramètres à prendre en compte qui ne sont pas juste de la performance en plus ou en moins comme ça pourrait être le cas sur un processeur ou une carte graphique. Mais revenons au premier critère, le chipset. Alors, selon sa gamme, le chipset a plus ou moins de routes pour faire circuler les informations. Si on reprend l'analogie de l'autoroute que j'utilise souvent pour le PC Express, plus il y a de voies sur votre route, plus vous pouvez faire passer de voitures en même temps sans créer d'embouteillage. Plus de lignes PC Express, c'est plus de voies d'autoroute disponibles, et la génération de PC Express, c'est la vitesse maximale à laquelle les voitures peuvent circuler. Et sans trop rentrer dans les détails, si on prend la documentation officielle d'AMD pour les chipsets AM5, alors on voit par exemple qu'entre un chipset X870E haut de gamme et un B840 qui est un des plus bas de gamme, la différence se fait surtout sur le nombre et le type de ligne PC Express. On a 44 lignes au total sur le X870E, dont 24 en PC Express 5.0, contre 34 lignes uniquement PC Express 4.0 pour le B840. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le chipset X870E, vous pouvez connecter par exemple une carte graphique en PC Express 5.0, ainsi que peupler plusieurs ports M2 pour du SSD en PC Express génération 5 ou 4 ou 3, puisque qui peut le plus peut le moins. Là où sur le B840, on est limité à du PC Express 4.0 ou inférieur sur la carte graphique et le stockage. Et si on regarde du côté de chez Intel, c'est exactement la même chose. Sur la plateforme LGA 1851, entre le Z890 et le B860, on note surtout moins de lignes PC Express au total
et moins de PCI Express 5.0. Donc au niveau du chipset, il y a les specs de base annoncés par AMD et Intel, mais au-delà de ces directives-là, les fabricants de cartes mères peuvent choisir par exemple de dédier plus ou moins de lignes PCI Express pour les ports M2 sur une référence de carte mère plutôt qu'une autre, malgré le fait qu'elles utilisent le même chipset, puisque les fabricants de cartes mères veulent eux aussi segmenter leur gamme pour avoir plusieurs produits à différents niveaux de prix, ce qui ajoute encore de la complexité et crée un nombre de références de cartes mères sur le marché très important. Autre point différenciant qu'on peut avoir entre les différents chipsets, le nombre de ports USB et leur vitesse. Et comme on peut le voir sur le tableau d'AMD, c'est du up to, ce qui veut dire jusqu'à 12 ports USB 10 Gb seconde ou jusque 2 ports 20 Gb seconde. On voit d'ailleurs qu'en X870 et X870E, on a de l'USB 4.0 en standard, là où c'est optionnel sur les autres chipsets. Mais pour le nombre et le type de port USB, les fabricants de cartes mères ont là aussi une marge de manœuvre. C'est pour ça que selon les modèles de cartes mères, même si elles sont sur le même chipset, le nombre de ports USB et leurs versions peuvent varier énormément. Et je dirais pour encore plus complexifier ça, les fabricants peuvent aussi ajouter des contrôleurs additionnels pour offrir encore plus de ports USB. Attention par contre à ce niveau-là parfois, ces ports en plus se partagent la même bande passante. Par exemple, il y a un doublement sur un port 10 Gb seconde, le débit sera partagé entre les deux ports USB, puisque du coup, ils passent sur la même route, on va dire. Et du coup, c'est le foutoir total au niveau, je dirais, de la gestion de l'USB sur les cartes mères, ce qui fait que si le nombre et la vitesse des ports USB sont cruciaux pour vous, inspectez vraiment la fiche technique de chaque carte mère au cas par cas, et essayez aussi de trouver des tests de carte mère qui observent le comportement des ports USB, même si c'est pas quelque chose qui est souvent testé. Et du côté de chez Intel, c'est plus ou moins pareil, mais bon point quand même je trouve, sur leur dernière série de chipsets, on retrouve un Thunderbolt 4 obligatoire pour tous les chipsets, et aussi un nombre d'USB 2.0 maximum imposé, et une marge de manœuvre sur le nombre d'USB 3.2. Pour le nombre de ports SATA, alors ça peut aussi varier selon le chipset, mais que ce soit chez AMD ou Intel, on est grosso modo sur 8 ports SATA sur le plus gros chipset et 4 pour tous les autres. Et enfin, l'autre segmentation au niveau du chipset, c'est les capacités d'overclocking pour le processeur et ou la RAM. Alors chez AMD, c'est plutôt ouvert sur la gamme de chipsets actuelle, puisqu'il n'y a que les chipsets B840 et A620 qui ne permettent pas d'overclocker le processeur. Je laisse de côté, je dirais, les chipsets Pro tout en bas du tableau qui ne sont normalement pas destinés à la vente au détail. Mais en gros, quasiment tous les chipsets AMD peuvent faire de l'overclocking sur le processeur, et quasi tous les processeurs sont également overclockables en dehors des Ryzen X3D avant la génération 9000. Même si les marges de manœuvre au niveau de l'overclocking, c'est plus vraiment ce que c'était par rapport à ce qu'on avait par le passé, donc même si on peut overclocker, c'est plus la foire à la saucisse comme il y a plus de 10 ans où on pouvait gagner 30% de performance en plus, voire plus que ça, avec un overclock. Chez Intel, par contre, point de vue overclocking, avis perso, c'est une segmentation un petit peu vestige du passé. Et je trouve dommage que le chipset Z soit le seul qui permette d'overclocker uniquement les processeurs K, puisque les autres gammes ne sont pas overclockables. Pour moi, c'est vraiment d'un autre temps, je dirais, de segmenter aussi fortement à ce niveau-là. Laisser l'overclocking libre sur tous les processeurs et cartes mères, même en B860 par exemple, ça rendrait certains combos bien plus intéressants et compétitifs à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne l'overclocking de la RAM, puisque oui, les profils XMP ou Expo sont considérés comme de l'overclocking, ce qui veut dire qu'il n'est pas garanti. Donc si vous achetez la DDR5 8000 ou 7200 par exemple, ça ne veut pas dire forcément qu'elle fonctionnera à tous les coups sur votre carte mère quand vous allez activer les profils XMP ou Expo, même si les barrettes de RAM sont censées le supporter, puisque là aussi, il faut qu'à la fois la carte mère et le contrôleur mémoire du processeur acceptent cet overclock, ce qui n'est jamais garanti, même si par expérience, on sait généralement plus ou moins quel type de barrette passe sans trop de soucis sur la majorité des configs sur telle ou telle plateforme. Encore une fois, sur ce point-là, AMD sont plutôt bons élèves, puisqu'il n'y a pas de restriction pour activer les profils Expo sur les plateformes grand public, là où chez Intel, le XMP n'est activable uniquement que sur les chipsets Z ou B. Pour le chipset H, pas de XMP au niveau de la RAM. Alors, que retenir sur le choix du chipset? L'essentiel est que pour les performances en sortie de boîte, les chipsets B, que ce soit le B850 chez AMD ou B860 chez Intel, sont souvent suffisants tant que la carte mère est bien conçue. Les chipsets X ou Z s'adressent surtout à ceux qui ont des besoins plus spécifiques. Concrètement, la question se posée est un petit peu la suivante. Chez AMD, avez-vous besoin de beaucoup de SSD M2 très rapide en génération 5 par exemple, ou d'une connectique USB pléthorique? Si oui, visez le X870 ou X870E. Sinon, et si l'overclocking ne vous est pas indispensable, un B850 ou même un B840 fera parfaitement l'affaire pour du gaming, puisque l'impact du PCI Express 4.0 sur les cartes graphiques est minime, hors scénario très spécifique. Et chez Intel, la première question c'est overclocking, oui ou non?
Si la réponse est oui, c'est Z890 obligatoire. Si c'est non, le B860 fera le boulot pour la plupart des utilisateurs. Donc, au final, il faut surtout prendre le temps d'identifier vos besoins en périphérique et stockage pour bien choisir le bon chipset. Et une fois que vous avez identifié le chipset dont vous avez besoin, passons à un des autres critères majeurs, les tâches d'ALIM et les VRM. Alors, c'est un paramètre important, mais où il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Je dirais qu'en dehors de si vous visez un processeur vraiment très énergivore ou si vous voulez faire vraiment du gros overclocking, la plupart des fabricants équipent maintenant leur carte mère de manière plutôt cohérente, en dehors de certaines exceptions sur les gammes hyper budget. Mais en dehors des Ryzen 9 ou Ultra 9, la plupart des processeurs ne sont pas si gourmands que ça, puisque même un 9800 X3D qui offre les meilleures performances en jeu actuellement ne consomme que 120 watts, et il se contentera d'un étage d'ALIM plutôt modeste. Et pour les processeurs type Ryzen 9 1600X ou 9700X, où les Core Ultra 5 n'ont qu'à, les gammes 65 watts en général n'ont pas besoin d'un étage d'ALIM de fou furieux non plus. Par contre, évidemment, on évitera de mettre un Ryzen 9 9950X ou un Ultra 9 285K sur une carte mère budget ou orientée bureautique à 100 €. Ça risquerait de brider leur performance si l'étage d'ALIM n'est pas suffisamment costaud, et ça pourrait diminuer la durée de vie de la carte mère elle-même aussi. Donc pour vérifier ce point, il y a par exemple les tests de chez Hardware Unbox qui sont une plutôt bonne source car ils mesurent la chauffe des VRM sous une forte charge. Il existe aussi des tableurs en ligne qui détaillent les composants des cartes mères, dont les caractéristiques de l'étage d'ALIM, et d'autres infos sur énormément de références de cartes mères. Ici, ça concerne principalement la plateforme AM5 avec tous les différents chipsets. Je vous mettrai ce petit tableau en description de la vidéo. Et si vous avez des doutes sur une référence de carte mère, n'hésitez pas à faire une recherche sur celle-ci, poser des questions, par exemple dans les commentaires dans la vidéo, ou sur des discords communautaires ou ce genre de choses pour avoir un petit peu plus d'infos. Faut mieux être sûr, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un petit peu comme avec les alimentations. On a tendance à prendre plus que ce qui est réellement nécessaire. Mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup, une fois que vous avez identifié les paramètres pour le chipset, l'étage d'ALIM et tout ça, il y a aussi les considérations annexes. Déjà au niveau connectique, d'une carte mère à une autre, on peut avoir par exemple plus ou moins de ports PCI Express pour connecter une ou plusieurs cartes graphiques ou d'autres cartes d'extension. Même si, dans un usage plutôt classique de nos jours, vu qu'il n'y a plus d'utilisation multi-GPU pour le gaming, sur la plupart des configs joueurs, on retrouve juste une carte graphique seule. Parfois, on voit des utilisations avec des cartes de capture interne ou des cartes d'extension M2, voire une carte Wi-Fi ou Ethernet pour les cartes mères sans Wi-Fi de base ou pour augmenter le débit. Certains utiliseront une carte audio plus poussée que ce qui est proposé avec la carte mère. Donc en ce qui concerne les slots PCI Express, surveillez bien leur nombre, leur type et le positionnement, puisque selon l'épaisseur de votre carte graphique, certains ports PCI Express peuvent être condamnés. Et c'est toujours mieux d'avoir un slot, voire idéalement 2 slots de libre sous la carte graphique pour aider un petit peu à sa ventilation. Pour la RAM, on trouve généralement 2 ou 4 emplacements. Alors, 4 emplacements en DDR5, pour moi, c'est pas un argument majeur pour ou contre, puisqu'il est souvent plus difficile d'obtenir un système stable à haute fréquence avec 4 barrettes plutôt que 2. C'était moins le cas avec la DDR4 ou 3. Pourquoi ? Parce que peupler les 4 slots met plus de pression sur le contrôleur mémoire du processeur, qui peine parfois à synchroniser 4 sources à très haute vitesse en DDR5. Donc faites attention. Passer de 2 à 4 barrettes en DDR5, c'est souvent source de problème, en dehors de si vous êtes OK pour rester sous les 5600 ou 5200 mégatransferts. D'ailleurs, il y a une feature très sympa sur les cartes mères de chez MSI pour la RAM, c'est le Memory Try It, que vous pouvez trouver dans le BIOS, qui permet de tester des profils pré-réglés si le profil XMP ou Expo de base n'est pas stable pour une raison ou une autre avec vos barrettes de RAM. Puisque selon qui fabrique les plus de RAM, il y a certaines cartes mères qui prennent plus ou moins bien certains timings, ce genre de choses-là. Donc le Memory Try It peut être une solution de repli plutôt sympa à avoir pour pouvoir tester différentes combinaisons. Sinon, pour la carte son intégrée, alors généralement ceux qui sont exigeants sur l'audio partiront sur autre chose que celle de la carte mère. Mais si c'est pas votre cas, attention là aussi, selon les cartes mères, il peut y avoir plus ou moins de sorties jack, parfois il n'y a pas de sortie optique. Si c'est un critère pour vous, c'est à surveiller. Mais comme il y a de plus en plus de périphériques audio, que ce soit les casques, les micros, les enceintes qui passent par de l'USB plutôt que du jack, c'est vrai que l'importance de la partie audio analogique sur la carte mère est un petit peu moins importante que par le passé. Pour les fonctionnalités réseau, alors sur quasiment 100% des cartes mères récentes, il y a à minima l'Ethernet 1 Go, même si le 2.5 devient de plus en plus standard, et le 5 Go a tendance à se démocratiser aussi, mais c'est encore souvent réservé aux cartes mères un petit peu plus coûteuses. Et pour le Wi-Fi, on retrouve souvent à minima du Wi-Fi 6E sur les cartes mères récentes et le Wi-Fi 7 sur les gammes un petit peu supérieures. Même si, en ce qui concerne les cartes mères MSI, la marque a fait l'effort d'intégrer du vrai Wi-Fi 7 sur quasiment toutes leurs dernières cartes mères. Là où pour d'autres marques,
il n'y a pas toujours le canal 320 MHz, même quand il s'indique Wi-Fi 7 sur la carte. Donc si c'est un critère important pour vous, c'est quelque chose à surveiller. Et pour les sorties vidéo sur la carte mère, important de rappeler, parce que l'erreur se fait malgré tout quand même assez souvent, si vous faites un nouveau PC et que c'est votre premier PC par exemple, il faut brancher votre écran sur la carte graphique directement et pas sur la carte mère. Sinon, vous allez passer par la partie graphique du processeur, partie graphique qui n'est clairement pas du tout aussi performante que votre carte graphique chèrement payée. Mais si vous avez besoin des sorties vidéo sur la carte mère pour une raison ou une autre, évidemment, surveillez leur type et leur quantité selon votre usage. Après, bien évidemment, vient le look, mais à ce niveau-là, c'est souvent très personnel, même si évidemment les cartes mères les plus abouties esthétiquement sont aussi la plupart du temps les plus coûteuses. Et donc une fois que vous avez passé en revue tout ce dont vous avez besoin potentiellement sur votre carte mère, vient le moment fatidique de chercher la perle rare qui vous conviendra niveau feature et budget. Et peut-être que ça vous amènera à devoir faire plusieurs concessions. Et chez tous les fabricants de cartes mères, outre le chipset qui est déjà une segmentation, il y a aussi des gammes de produits qui segmentent cette segmentation. Puisque que ce soit chez MSI ou les autres, vous trouverez des déclinaisons de gamme de cartes mères plus ou moins haut de gamme, basées même sur un même chipset. Ce qui fait que vous pouvez avoir une carte mère haut de gamme en B850 aussi chère, voire plus chère qu'une autre carte mère un petit peu moins jolie, par exemple en X870. À ce niveau-là, c'est pas si différent de ce qu'on retrouve sur les cartes graphiques, par exemple, où une RTX 5070 Ti Vanguard peut coûter quasiment le même prix qu'une RTX 580 Ventus. Mais du côté de chez MSI, il y a des gammes de produits qui sont identiques entre les différents composants, que ce soit carte mère, alimentation, boîtier ou même les écrans, sous la forme d'acronymes MEG, MPG, MAG ou Pro, que vous avez peut-être déjà aperçus sans trop savoir ce qu'ils signifiaient, et personne ne vous en voudra parce que c'est pas forcément hyper parlant sans qu'on vous l'explique. Mais bon, dans les grandes lignes, pour les gammes orientées PC Gaming avec le look qui va avec, tout en haut, vous avez la gamme MEG pour MSI Enthusiast Gaming, qui sont les produits les plus prestigieux de la marque. Du côté des cartes mères, c'est là que vous allez retrouver les cartes estampillées Godlike, Ace ou Unify, orientées overclocking avec un look souvent très soigné, des étages d'aliments béton et des connectiques de partout. De très bons produits, mais qui sont aussi souvent très coûteux, et qui se destinent, je dirais, aux utilisateurs très exigeants ou qui ont un coup de cœur au niveau du design et les moyens aussi d'acheter ce type de produit. On retrouve ensuite la gamme MPG pour MSI Performance Gaming, là aussi du très bon matos haut de gamme, mais un petit cran moins cher que la gamme MEG. C'est là que vous trouverez les cartes mères Carbon ou Edge, et on avait d'ailleurs observé la Z890 Edge TI Wi-Fi il y a quelques mois de ça sur la chaîne, qui était une carte mère Intel blanche avec un look très sympathique et très bien fourni, aucun souci au niveau des features ou le matériel embarqué, c'était du très solide. Mais il y a encore un cran en dessous, on retrouve la gamme MAG pour MSI Arsenal Gaming, qui est une des gammes que j'apprécie le plus, puisque c'est là où on retrouve par exemple la gamme Tomahawk ou Mortar, qui propose un ratio prestation-prix souvent assez intéressant. Il y a généralement tout ce qu'il faut sur ces cartes mères là sans avoir à trop se poser de questions. Et entre une carte mère de la gamme MPG ou MAG, il y a des petites différences, mais souvent ça joue plus au niveau de l'esthétisme, comme on l'avait vu, entre la Z890 Edge et la Z890 Tomahawk. Et enfin, on a aussi la gamme Pro, qui est moins connue, mais pas inintéressante pour autant, puisqu'elle propose souvent des cartes mères avec un look beaucoup plus sobre, mais qui ne démérite absolument pas du point de vue prestation. Si vous n'êtes pas du genre à vouloir du RGB, et juste une carte mère simple et efficace, c'est souvent une option à ne pas négliger. J'avais même fait une vidéo il y a de ça quelques années sur la Z690A Pro, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, pour son prix contenu, tout en proposant un feature set quand même très complet. Et en dehors de ces grandes gammes-là, vous pouvez aussi trouver par exemple la gamme Gaming Plus, qui est un petit peu plus orientée budget, et allant plus à l'essentiel, tout comme la gamme Pro, elles sont d'ailleurs très similaires au niveau feature set complet par rapport au prix, mais avec un look un petit peu plus typé gaming. Donc si vous n'êtes pas du genre à chercher les performances maximales ou du RGB de partout, tout en ayant des prestations très correctes, c'est une gamme aussi plutôt sympa. J'utilise par exemple encore la B550 Gaming Plus pour mes tests sur la plateforme AM4, et elle fait très bien le boulot. Donc, une fois qu'on a détaillé tout ça, voyons quelques exemples pratiques pour aller choisir une carte mère. Imaginons, vous faites une config AM5, vous avez besoin de pas mal de stockage et de ports USB, vous voulez le PCI Express 5.0 pour le GPU, un look gamer sobre et un étage d'alim capable d'accueillir n'importe quel Ryzen, la X870 Tomahawk Wi-Fi répondra probablement à vos exigences. Dans le détail, chipset X870, donc PCI Express génération 5 sur le GPU, 2 ports M2 en génération 5 4X, ainsi qu'un M2 génération 4 4X, ainsi qu'un autre port génération 4 4X, et un dernier port génération 4 lui aussi, mais en 2X. Donc attention à bien mettre les bons SSD dans les bons ports, selon leur vitesse maxi. Ensuite, on a 12 ports USB à l'arrière, dont 2 USB-C 40 Gbps, 3 ports en 10 Gbps,
3 en 5 et 4 USB 2.0. Donc il y a de quoi faire à ce niveau-là pour brancher du SSD ou des cartes de capture externe, ce genre de choses. Ou si vous faites du streaming avec plein de périphériques, c'est une bonne base. Pour le réseau, on a un port Ethernet 5 Gigabits et le Wi-Fi 7. Si vous avez un forfait fibre à plus d'1 giga, pour pouvoir profiter de tout ça. Et au niveau de l'étage de Lim, on est plutôt confort avec 14 phases 80 A, bien suffisant pour accueillir tous les processeurs actuels sans broncher, et logiquement les futurs processeurs aussi. Et au niveau du prix, on trouve la carte entre les 300 et 350 € généralement selon les boutiques. Alors, c'est pas la carte la plus budget, on est bien d'accord, mais niveau prestation-prix, c'est plutôt cohérent dans le marché actuel. Mais si 300 € c'est too much et que vous êtes prêt à quelques concessions, tout en gardant le PC Express 5.0 par exemple pour le GPU, vous pouvez par exemple partir sur la X870 Gaming plus Wi-Fi pour 40-50 € de moins. Et par rapport à la Tomahawk, on sacrifie un port M2, mais on retrouve un port génération 5 4X, un Gen 4 4X et un Gen 4 2X. On y perd aussi au niveau des ports USB, puisqu'il y en a 10 au lieu de 12 sur la Tomahawk, avec un seul USB-C en 40 Go, l'autre est en 20. Mais bon, on a 10 ports USB, ça reste très convenable pour beaucoup de monde, c'est pas non plus disette. On a toujours l'Ethernet 5 Go, le Wi-Fi 7, donc l'étage Alim est un cran moins musclé avec 14 phases 60 A, ce qui reste bien suffisant pour tous les processeurs actuels de la gamme. Après, au niveau du look, c'est différent de la Tomahawk, certains préféreront l'une ou l'autre, mais la Gaming Plus, ça reste un choix tout à fait sympa si les petits compromis vis-à-vis de la Tomahawk ne vous gênent pas trop. Après, ça reste 270 € environ, ça reste une somme importante, et si vous devez économiser au maximum sur la plupart des composants pour vous permettre d'aller chercher par exemple une gamme de cartes graphiques ou de processeurs plus performants, on peut regarder par exemple la B840 Gaming Plus Wi-Fi, souvent proposée autour des 160 €, donc 100 à 150 € de moins cher que les deux autres. On a un chipset B840, ça veut dire pas de PC Express 5.0 et pas d'overclocking sur le processeur, mais pour les performances en sortie de boîte, c'est pas dérangeant. L'impact du PC Express 4.0 sur la carte graphique est très minime en dehors de certains scénarios particuliers, et le Génération 4 pour les SSD est déjà ultra rapide et suffisant pour la majorité des utilisateurs aussi. Au niveau connectique par contre, on passe à juste 2 ports M2 Génération 4 4X et 8 ports USB à l'arrière avec juste 2 USB 10 Go, 2 en 2 Go et 4 USB 2.0. Bon, on est clairement moins confort en connectique en général, mais si vous êtes sur un setup gaming assez simple, 2 SSD M2 ça peut suffire. On a aussi des ports SATA en plus si vous avez du stockage un petit peu plus lent. Et en ce qui concerne l'USB, 8 ports, ça reste ok pour par exemple un combo clavier-souris classique, avec aussi des enceintes, un disque dur externe, une imprimante, une manette et une petite webcam. Vous avez ce qu'il faut malgré tout. Et au niveau réseau, on a de l'Ethernet 2.5 Go, ce qui est déjà pas mal, ainsi que le Wi-Fi 7, ce qui est aussi un très bon point, puisque la plupart des concurrents ne proposent pas de si bonne connectique réseau sur cette gamme de prix-là. L'étage d'Alim, par contre, est plus modeste que sur les autres cartes qu'on a observées précédemment, donc c'est pas une carte mère que je couplerai à un Ryzen 9 9950X pour des tâches lourdes, mais pour du gaming, même avec un 9800X3D ou un 9700X, ça tournera sans souci. Donc même si cette carte en B840 impose des concessions, elle coûte quasiment moitié moins cher que la Tomahawk. Et si vos besoins en stockage et USB ne sont pas énormes, ou que le PC Express Génération 5 ne vous est pas indispensable, cette petite carte mère fera le boulot. Et même si vous mettez une 5090 avec un 9800X3D, ça tournera tout aussi bien que sur une carte mère plus coûteuse. Donc là, bien sûr, ce sont quelques exemples, il y a d'autres choix de carte mère avec différents compromis que ceux que j'ai choisi d'illustrer aujourd'hui, mais on voit déjà que dans la gamme MSI chez AMD, il y a des choix viables pour quasiment tout type de budget et d'utilisation. Et du côté de chez Intel, alors c'est assez différent déjà, puisque d'emblée, comme on l'a vu précédemment, si vous voulez faire de l'overclocking, c'est chipset Z et processeur K obligatoire. Et même des fonctionnalités comme le Core 200S Boost que j'avais testé sur la chaîne il y a quelques temps, qui permet d'aller grappiller quelques pourcents de perf en plus en jeu, est lui aussi exclusif au chipset Z et processeur K. Mais en dehors de cette possiblement grosse considération là, au moment de faire son choix de carte mère, on procède exactement de la même manière, que ce soit chez Intel ou chez AMD. En premier, votre budget et identifier vos besoins et exigences au niveau du stockage pour les ports M2, les ports USB et quel type de processeur vous visez, puisque chez Intel, entre un Core Ultra 5 ou 9, la conso n'est vraiment pas du tout au même niveau, puisque même si avec les Core Ultra, la consommation en jeu a baissé vis-à-vis des générations 13 et 14, en applicatif, les Core Ultra les plus performants restent quand même très énergivores. Donc la robustesse de l'étage d'Alim reste un petit peu plus importante que chez AMD. Surtout chez Intel, les processeurs les plus performants en gaming sont aussi les processeurs les plus gourmands, puisque la segmentation est faite de cette manière-là. Il n'y a pas de processeur, je dirais, spécialisé gaming comme la gamme X3D chez AMD jusqu'ici. Par contre, point positif sur la gamme Core Ultra et les chipsets 800 en général, c'est qu'Intel a imposé le PC Express Génération 5 pour la carte graphique sur tous les chipsets, et au moins un port M2 en 5.0,
sur les Z890 ou B860, ainsi qu'au minimum un port Thunderbolt 4 sur toutes les cartes mères. Et sur la chaîne, on a déjà vu plusieurs Z890 et B860 de chez MSI, et si on fait la comparaison entre la B860 Tomahawk et la Z890 Tomahawk, au niveau esthétique, les deux se ressemblent beaucoup, il y a juste le dissipateur des VRM qui est un petit peu moins classe sur la B860 je trouve, et on a des caches et dissipateurs en moins sous le GPU, mais comme ils seront fort probablement masqués par la carte graphique, on se retrouve avec deux cartes avec un look quasiment identique. Alors au niveau des ports M2, il y en a un en moins sur la B860 par rapport à la Z890, 9 ports USB sur la B860 contre 10 sur la Z890, mais on retrou-, 3 ports USB-C dont 2 Thunderbolt sur la Z890 contre un seul Thunderbolt sur la B860. Le dernier port USB-C étant 10 Gbps sur les deux. Et il n'y a aucun port USB 2.0 sur la Z890, uniquement des 5 ou 10 Gbps. Et au niveau réseau, c'est Ethernet 5 Go et Wi-Fi 7 sur les deux références. Et comme souvent, l'étage d'alim est plus costaud sur la Z890 avec 16 phases 90 A contre 12 en 60 sur la B860, qui ne poseront pas vraiment de problème. Pour autant, j'irai même avec un Ultra 7 ou un Ultra 9 non overclocké. Donc en dehors du nombre de ports USB et de la capacité d'overclocker ou pas, vous ne perdez vraiment pas grand chose à passer sur la B860 Tomahawk plutôt que la Z890. Mais tout dépend de vos priorités, puisque niveau prix, la différence entre les deux est d'environ 50 €, ce qui n'est pas non plus un écart de prix énorme. Mais tout comme chez AMD, il y a aussi l'alternative Z890 Gaming Plus Wi-Fi, qui coûte moins cher que la B860 Tomahawk, puisque cette Gaming Plus se trouve souvent sous les 250 €, et niveau prestation, c'est pas dégueu du tout, puisque vous conservez le choix de pouvoir overclocker ou non, vu que c'est du chipset Z890. Elle possède autant de slots M2 que la Z890 Tomahawk, l'Ethernet 5 Go et le Wi-Fi 7 également. La grosse différence se fait surtout sur les ports USB, puisque sur la gamme Gaming Plus, on a 9 ports USB, dont un seul Thunderbolt, 2 USB 10 Gbps, 2 en 5 et le reste en USB 2. Donc elle est moins bien lotie à ce niveau-là que les Tomahawk, mais on reste malgré tout sur du tout à fait correct. Et au niveau des VRM, par contre, elle est, on va dire, grosso modo équivalente à la B860 Tomahawk, mais avec une configuration légèrement différente en 14 phases 55 A. C'est pas la carte qui ferait des overclocks de folie, mais pour un 285K ou un 265K avec un léger overclock, ou activer le 200S Boost, ça passe largement. Et vu le prix moyen, c'est probablement ma préférée des trois ici au niveau du compromis global. Donc ouais, que ce soit chez AMD ou Intel, choisir sa carte mère, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, puisqu'il y a plein de petits détails qui peuvent être importants, mais il faut juste se concentrer sur ce dont vous avez réellement besoin pour éviter de payer trop cher pour des petits plus qui ne vous serviraient pas forcément à grand chose. Et on ne s'y trompe pas, même dans la gamme de chez MSI, ce qui coûte le plus cher au-delà d'un certain point, c'est surtout le look, puisqu'on peut arguer que les cartes les plus sympathiques visuellement sont aussi les plus chères. Les étages d'alim sont de plus en plus énormes, au plus on monte en gamme, et la connectique encore plus importante que sur le milieu de gamme aussi. Mais à chaque palier, le prix grimpe aussi assez fortement. Si on regarde la X870E Carbon Wi-Fi, alors niveau port USB, c'est super, 13 ports USB dont 11 ports en 10 Gbps, 2 en 40 Go, double Ethernet, 1 en 5 et 1 en 2.5 Go, et toujours le Wi-Fi 7, 2 M2 Gen 5 et 2 génération 4.4X, donc c'est vraiment bien fourni, aucun port USB 2.0 et des 10 Gbps au minimum. Et l'étage d'alim est conséquent avec 18 phases 110 A, ce qui est totalement overkill côté Ryzen. Alors après, ouais, le look est clairement plus poussé que la Tomahawk avec du RGB et compagnie, mais c'est plus cher. Donc la bonne nouvelle quelque part, c'est que point de vue performance, surtout pour le gaming, que vous preniez une B840, une B850 ou une X870E, ça changera pas grand chose en performance en dehors de jeux où les PC Express Génération 5 peut apporter un léger plus, ce qui est quand même assez rare hors scénario bien spécifique. Donc bref, vous l'aurez compris, pour choisir sa carte mère, il faut surtout savoir de quoi votre config a besoin et quel prix vous êtes prêt à mettre pour, guider votre choix, mais pour une utilisation quand même assez simple, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des fortunes, et on peut trouver son bonheur sur les dernières plateformes AMD ou Intel sous les 200 €, tout en ayant de plutôt bonnes prestations. Et puis en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en dehors de faire attention à ce que vous achetez, et comme j'ai dit tout à l'heure, à ne pas surdépenser pour des features dont vous n'avez pas forcément besoin. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, et j'espère que cette plutôt longue vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair du côté des cartes mères. En tout cas, encore une fois, merci à MSI pour ce partenariat, pour cette vidéo, et à vous tous également bien entendu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!